Bonjour, je m'appelle Grégory Tomsky. Je parlerai aujourd'hui des idéaux de l'UNESCO et des idées philosophiques avancées en son nom. Commençons par les idées philosophiques de Julian Huxley, qui fut le premier directeur général de l'UNESCO. Ses contemporains considéraient Huxley comme un scientifique universel et un expert reconnu dans de nombreux domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Nous citerons son livre « L'UNESCO, ses buts et sa philosophie ». Huxley commence par les objectifs de l'UNESCO. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme on peut le voir d'après son titre même, de grands buts à poursuivre. Tout d'abord, c'est une organisation internationale qui doit servir les fins et les buts des Nations Unies, ce qui, en définitive, revient à servir les intérêts du monde et de l'humanité tout entière. Ensuite, l'UNESCO doit encourager et faire progresser l'éducation, la science et la culture sous tous leurs aspects et dans l'acception la plus large de ces termes. On va se concentrer sur ces idées philosophiques. Mais, pour mener à bien sa tâche, il ne suffit pas à une organisation telle que l'UNESCO d'avoir des buts et des objectifs bien définis. Son action présuppose une philosophie, une hypothèse de travail qui tende à expliquer les buts et les fins de l'existence humaine et qui puisse dicter, ou tout au moins suggérer une prise de position devant les différents problèmes. Si elle ne possède pas une conception philosophique de ce genre qui lui permette d'envisager les choses sous un angle unique, l'UNESCO risquera de prendre des mesures fragmentaires ou même contradictoires, et lui manquera en tout cas le principe directeur et l'élément d'inspiration que fournit la croyance en une doctrine générale et cohérente. Huxley énumère ensuite ce qui est inacceptable pour l'UNESCO. Il y a évidemment certains principes et certaines philosophies que l'UNESCO ne saurait en aucun cas accepter. Elle ne peut par exemple fonder sa conception de la vie sur aucune des religions qui rivalisent dans le monde, qu'il s'agisse de l'islam, du catholicisme, du protestantisme, du bouddhisme, de l'unitarisme, du judaïsme ou du brahmanisme. Elle ne peut non plus épouser, à l'exclusion des autres, telle ou telle des doctrines politico-économiques qui rivalisent dans le monde d'aujourd'hui en cherchant à s'exclure réciproquement, qu'il s'agisse du libéralisme capitaliste dans sa forme moderne, du communisme marxiste ou du planisme semi-socialiste, etc. Elle ne peut le faire en partie parce que tout sectarisme est contraire à sa charte et à son essence même. En partie aussi pour la raison toute pratique que toute tentative de ce genre déchaînerait immédiatement l'hostilité active de groupes importants et influents, entraînerait un refus de coopération de la part d'un certain nombre des États membres et pourrait même amener ces États à se retirer de l'organisation. Huxley rêvait de l'unité de l'humanité qu'il exprimait dans les termes suivants. D'abord, plus la tradition humaine s'unifiera, plus rapide sera la possibilité de progrès. Plusieurs fonds traditionnels, distincts ou rivaux, ou même hostiles l'un à l'autre, ne peuvent donner d'aussi bons résultats qu'un fonds unique commun à toute l'humanité. Le second corollaire, c'est que le meilleur, le seul moyen certain d'arriver à ce résultat, c'est l'unification politique. La morale à tirer pour l'UNESCO est claire, sa tâche qui est de travailler à la paix et à la sécurité ne pourra jamais être entièrement réalisée par les moyens qui lui sont assignés, l'éducation, la science et la culture. Elle doit considérer une forme quelconque d'unité politique mondiale, que ce soit grâce à un gouvernement mondial unique ou autrement, comme le seul moyen certain d'éviter la guerre. Cependant, l'unité politique du monde est malheureusement un idéal lointain et, en tout cas, elle n'est pas du ressort de un UNESCO. Ceci ne veut pas dire qu'un UNESCO ne puisse pas faire beaucoup pour la paix et la sécurité. De manière topique, dans son programme d'éducation, elle peut faire ressortir la nécessité ultime de l'unité politique mondiale et familiariser tous les peuples avec tout ce qu'impliquerait le transfert de la pleine souveraineté des nations séparées à
une organisation mondiale. Mais de manière plus générale, elle peut faire beaucoup pour préparer les fondations sur lesquelles pourra reposer plus tard l'unité politique du monde. Elle peut aider les peuples à se comprendre mutuellement et à prendre conscience de leur humanité commune, de leurs tâches communes. Par opposition avec les nationalismes distincts qui tendent à les isoler, elle peut favoriser des entreprises qui, pleinement internationales dès le début, démontrent la possibilité de dépasser le cadre national et le nationalisme dans une activité commune. Soulignons qu'il s'agit ici de l'idéal d'unité sous une forme inconnue qui reste toujours lointaine à notre époque. La division de l'humanité porte gravement atteinte à presque tous les composants de la qualité de vie pour tous, et pas seulement au niveau de sécurité, à l'exception des fanatiques qui tirent une grande satisfaction des idées nationalistes et fondamentalistes. Les gens se mobilisent plus facilement autour d'objectifs destinés à améliorer ou à préserver la qualité de leur vie. Par exemple, Alexandre Kononov souligne que rien n'unit plus qu'un ennemi commun et écrit: Le développement de notre civilisation ne résulte que des circonstances favorables et l'homme doit son existence à une incroyable succession de coups de chance. Et personne ne peut dire combien de temps ça se continuera. La civilisation ne peut pas se permettre de poursuivre son existence insouciante et irresponsable car l'humanité se trouve souvent au bord de l'autodestruction. L'existence de la civilisation dans l'environnement catastrophiquement instable pose le problème de son indestructibilité. La responsabilité civilisationnelle cultivée depuis l'enfance devrait être une composante essentielle de la culture générale et devrait aider à surmonter les rudiments barbares, autodestructrices et égocentriques dans la civilisation humaine. Revenons à Julian Huxley. Dans les cas particuliers de la désintégration atomique, de la bactériologie et de la microbiologie, un UNESCO peut faire beaucoup par des campagnes de grande envergure destinées à l'éducation du public, en faisant ressortir le contraste entre les effets désastreux de nouveaux emplois de nos connaissances pour la guerre, sous forme de bombes atomiques ou sous la forme encore plus horrible de la guerre biologique, et les magnifiques possibilités qui s'ouvrent à nous si nous les utilisons pour accroître le bonheur de l'humanité. Quand Huxley a écrit ces lignes, on n'était pas au courant de l'instabilité catastrophique de notre environnement. On ne savait rien encore des quasars, des trous noirs, de l'intelligence artificielle et d'autres dangers. Par conséquent, le problème de la cohésion de l'humanité face à ces dangers globaux est maintenant beaucoup plus grave. L'affirmation suivante a servi de base à l'accusation de Huxley de la propagande des idées eugénistes. L'UNESCO doit par ailleurs s'employer non seulement à augmenter le bonheur général des individus moyens, mais aussi à élever le niveau supérieur que l'homme peut atteindre. Cette idée s'applique aux possibilités d'expérience et de divertissement mises à la portée de l'ensemble des hommes, à la qualité de la formation donnée et à la matière humaine elle-même. Le progrès humain consiste en partie à élever le niveau moyen entre les lignes préexistantes assignées aux résultats possibles, mais aussi à élever la limite supérieure et à lancer l'homme vers de nouvelles possibilités. Encourager la diversité, le génie, la qualité en général, si incompréhensible que cela puisse paraître à la multitude, doit constituer l'un des objectifs principaux de l'UNESCO. À cet égard, notons qu'aujourd'hui, des idées beaucoup plus audacieuses ne choquent pas beaucoup de gens. Par exemple, celles qui sont exprimées dans le livre de Yuval Noah Harari. Julian Huxley a également provoqué des attaques pour ses opinions scientifiques qui étaient pourtant traitées comme anti-religieuses. C'est ainsi qu'elle ne peut ni ne doit tolérer que la superstition ou les préjugés religieux fassent obstacle à la recherche ou en paralysent les applications. Elle ne doit prêter aucune attention
Elle doit au besoin lutter contre des mouvements anti-scientifiques ou contraires à l'esprit de la science tels que l'antivivisectionnisme, le fondamentalisme religieux, la croyance au miracle, le spiritisme, etc. Pour réaliser efficacement ce propos, il faut développer largement l'éducation populaire en ce qui concerne les faits scientifiques, la signification de la méthode scientifique et les possibilités d'application de la science à l'amélioration du sort matériel de l'humanité. L'Oxley pensait que l'une des tâches principales de la section de philosophie de l'UNESCO devra consister à stimuler, en coopération avec les spécialistes des sciences de la nature et des sciences sociales, la recherche d'un nouveau système moral en accord avec le savoir moderne et adapté au rôle nouveau imposé à l'éthique par la société contemporaine. D'une façon plus générale encore, elle devrait stimuler la recherche, si urgente à notre époque de transition extrêmement rapide, d'une philosophie mondiale, d'un arrière-plan de pensée unifiée et unificatrice appropriée au monde moderne. Chloé Morel note dans sa thèse que malgré de nombreux opposants à cause de ses idées hors normes à cette époque, le premier directeur général, par son tempérament idéaliste et exalté, transmis au personnel et aux représentants des États membres, un vif enthousiasme pour l'idéal de l'UNESCO. Il avait donné à l'UNESCO une véritable inspiration qui a perduré encore de nombreuses années après son départ. Le philosophe René Maheu fut directeur général de l'UNESCO entre 1961 et 1974. Ces années sont considérées souvent l'âge d'or de l'UNESCO. Chloé Morel écrit dans sa thèse sur l'histoire de l'UNESCO à propos de René Maheu. La période durant laquelle il dirige l'UNESCO se révèle très féconde en nouveaux développements conceptuels. Il donne à l'organisation un nouveau souffle à la fois sur le plan des idées et sur celui de l'action. Lors de son entrée en fonction, Maheu exprime son intime et indélébile fierté d'être à la tête de l'UNESCO, tâche qui pour lui fait la justification d'une vie. Aucun directeur général avant lui n'avait exprimé en termes si forts la fierté de se retrouver à la tête de cette organisation. Il se donne pour but de faire reconnaître l'UNESCO comme le cœur du système des Nations Unies, estimant que sans l'UNESCO, les Nations Unies n'ont point d'âme. Il veut faire de l'UNESCO une organisation plus cohérente, plus efficace, plus puissante. Cet idéalisme de Maheu peut s'expliquer par sa vision profondément optimiste, positiviste de l'histoire. Maheu, qui se déclare profondément imbu d'historicisme, conçoit l'histoire comme un cheminement vers le progrès. Homme de l'espérance, il voit dans l'UNESCO l'organisation de l'espoir, et affirme que la raison d'être de l'UNESCO, c'est l'espérance. Jusqu'à la fin de sa carrière, il affirme inlassablement dans ses discours et dans ses articles les convictions profondes qu'il nourrit pour cette organisation et proclame la dimension éthique de l'entreprise de l'UNESCO et les multiples et vastes possibilités, encore à peine explorées, qu'elle offre à la pensée et à l'action morale. Il affirme que l'UNESCO, qui a pour mission de lutter contre les aliénations de l'homme par l'homme, doit croire à la réalité de la liberté. En 1973, il déclare que les organisations internationales sont devenues une des caractéristiques de notre temps et que leur importance ne cessera de croître dans l'avenir. Je travaillais à l'UNESCO entre 1992 et 2005. Et je voudrais citer la stratégie intersectorielle concernant la philosophie adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO en 2005. L'importance de la philosophie pour l'œuvre de l'UNESCO est une évidence. L'analyse et la réflexion philosophique sont indéniablement liées à l'établissement et au maintien de la paix, qui sont les missions fondamentales de l'organisation. L'acte constitutif de l'UNESCO déclare que la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité.
dans la mesure où elle construit les outils intellectuels nécessaires pour pouvoir analyser et comprendre des concepts essentiels comme la justice, la dignité et la liberté. Dans la mesure où elle aide à développer des capacités de réflexion et de jugement indépendants et où elle stimule les facultés critiques indispensables pour comprendre le monde et s'interroger sur les problèmes qu'il pose. Dans la mesure enfin où elle favorise la réflexion sur les valeurs et les principes, la philosophie est une école de la liberté. L'UNESCO interprète la philosophie dans un sens large, comme un moyen d'affronter les problèmes universels de la vie humaine et de l'existence et d'insuffler une pensée indépendante à l'individu. La philosophie est au cœur du savoir humain et son champ est aussi vaste que les domaines de compétences de l'UNESCO. Les grandes questions qui sont traitées par l'organisation, telles que l'éducation pour tous, la diversité culturelle, l'éthique de la science, les droits de l'homme, les sociétés du savoir, la démocratie, le dialogue interculturel et le dialogue entre les civilisations requièrent de solides fondements philosophiques et une grande rigueur analytique et conceptuelle. Une analyse critique des concepts et des normes qui sous-tendent implicitement les grands programmes de l'UNESCO est nécessaire pour en accroître l'efficacité et la pertinence. En sa qualité d'organisation intellectuelle et éthique, l'UNESCO a un rôle à jouer dans la création d'un espace public au sein duquel le dialogue peut acquérir une dimension internationale authentique et ouverte à tous. Ce dialogue, nourri des concepts et des idées élaborées par les penseurs, doit aussi pénétrer le monde des décideurs et être une source d'inspiration pour la population tout entière. Le lien entre réflexion, discussion et action sortira renforcé du rapprochement entre les penseurs, les responsables politiques et la société civile. Le principal défi sera donc d'établir une passerelle entre la recherche et l'action. L'enseignement de la philosophie contribue à la formation de citoyens libres. Il exerce en effet à juger par soi-même, à confronter des argumentations diverses, à respecter la parole des autres, à se soumettre seulement à l'autorité de la raison. En d'autres termes, l'enseignement de la philosophie est un excellent instrument pour permettre de comprendre les visions du monde auxquelles se réfèrent les droits de l'homme et les fondements philosophiques de ces droits. Et il contribue à doter l'individu d'une véritable liberté de pensée, d'une liberté vis-à-vis des dogmes et de la sagesse incontestée. L'enseignement philosophique stimule également la faculté qu'a l'être humain de porter des jugements sur sa propre situation. Pendant mes activités à l'UNESCO, la déclaration de Paris pour la philosophie a été aussi adoptée. Nous participons aux Journées internationales d'études philosophie et démocratie dans le monde organisées par l'UNESCO, qui ont eu lieu à Paris les 15 et 16 février 1995. Constatons que les problèmes dont traite la philosophie sont ceux de la vie et de l'existence des hommes considérés universellement. Estimons que la réflexion philosophique peut et doit contribuer à la compréhension et à la conduite des affaires humaines. Considérons que l'activité philosophique, qui ne soustrait aucune idée à la discussion, qui s'efforce de préciser les définitions exactes des notions utilisées, de vérifier la validité des raisonnements, d'examiner avec attention les arguments des autres, permet à chacun d'apprendre à penser par lui-même. Soulignons que l'enseignement philosophique favorise l'ouverture d'esprit, la responsabilité civique, la compréhension et la tolérance entre les individus et entre les groupes. Réaffirmons que l'éducation philosophique, en formant des esprits libres et réfléchis, capables de résister aux différentes formes de propagande, de fanatisme, d'exclusion et d'intolérance, contribue à la paix et prépare chacun à prendre ses responsabilités face aux grandes interrogations contemporaines, notamment dans le domaine de l'éthique. Jugeons que le développement de la réflexion philosophique dans l'enseignement et dans la vie culturelle contribue de manière importante à la formation des citoyens, en exerçant leur capacité de jugement, élément fondamental de toute démocratie.
C'est pourquoi, en nous engageant à faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans nos institutions et nos pays respectifs pour réaliser ces objectifs, nous déclarons qu'une activité philosophique libre doit être partout garantie. Sous toutes les formes et dans tous les lieux où elle peut s'exercer, à tous les individus, l'enseignement philosophique doit être préservé ou étendu là où il existe. Créé là où il n'existe pas encore et nommé explicitement philosophique, l'enseignement philosophique doit être assuré par des professeurs compétents, spécialement formés à cet effet, et ne peut être subordonné à aucun impératif économique, technique, religieux, politique ou idéologique, tout en demeurant autonome. L'enseigne philosophique doit être, partout où cela est possible, effectivement associé et pas seulement juxtaposé aux formations universitaires ou professionnelles dans tous les domaines. La diffusion de livres accessibles à un large public, tant par leur langage que par leur prix de vente, la création d'émissions de radio ou de télévision, de cassettes audio ou vidéo. L'utilisation pédagogique de tous les moyens audiovisuels et informatiques, la création de multiples lieux de débat libre, et toutes les initiatives susceptibles de faire accéder le plus grand nombre à une première compréhension des questions et des méthodes philosophiques doivent être encouragées. Pour constituer une éducation philosophique des adultes, la connaissance des réflexions philosophiques des différentes cultures, la comparaison de leurs apports respectifs, l'analyse de ce qui les rapproche et de ce qui les oppose doivent être poursuivies et soutenues par les institutions de recherche et d'enseignement, l'activité philosophique, comme pratique libre de la réflexion, ne peut considérer aucune vérité comme définitivement acquise et incite à respecter les convictions de chacun, mais elle ne doit en aucun cas, sous peine de se nier elle-même, accepter les doctrines qui nient la liberté d'autrui, bafouent la dignité humaine et engendrent la barbarie. Notons en conclusion la création de la journée de la philosophie à l'UNESCO en 2002 et la proclamation de la journée mondiale de la philosophie depuis 2005.